l'arbre, il faut évidemment creuser un trou. Hein. Bien qu'aujourd'hui c'est la journée de la femme, ça devrait être une jeune fille là, qui devrait me... Non. Oh, c'est plus le jour des garçons, je pense. Hein. Bon, allez. Alors on va creuser un trou qui doit faire entre 40 cm et 50 cm de côté. Et la profondeur, pareil. Hein. Allez, tu y vas. C'est déjà à moitié fait. Hein. Alors, en même temps que je creuse le trou, alors je mets de côté la couche supérieure, qui est de la bonne terre, forcément. Voilà. Alors voilà le trou qui fait à peu près 40 sur 40 et de profondeur 40 également. Voilà. Alors voici l'arbre, hein, habillé, comprenez, les racines, c'est-à-dire coupé au sécateur, les racines qui ont été meurtries quand je l'ai déterré. Bon, puis ensuite, là par exemple. Celle-là qui a été arrachée, je la coupe. Celle-ci aussi, je la coupe, l'extrémité. Bon. Ensuite, j'ai ici un chevelu, c'est-à-dire des quantités de racines plus petites. Hein. En ce sens que c'est un arbre aussi qui a été planté l'an dernier, donc il n'a pas fait de grosses racines. Bon. Voilà. Troisièmement, alors je vais procéder. Alors j'ai ici du pralin, je vais procéder au pralinage. Praliner, le pralin c'est quoi? Ben, c'est simplement un mélange de bouse de vache si on en avait, mais on n'en a pas, de terre de jardin, d'argile si on en avait, de la bonne argile, et de l'eau évidemment. Alors j'ai une pâte, je trempe, je plonge les racines dedans. Voyez. Alors vous voyez que les racines sont toutes imbibées de pralin, c'est-à-dire d'une substance donc qui contient un peu d'engrais, surtout des engrais organiques pour l'aider à pousser. Vous voyez, alors, avant de le planter, ne pas oublier de mettre On a vu ça ce matin. un bout de bois, n'importe quoi. Je le mets avant. Hein. Bon. Voilà, celui-ci il tient le coup, enfin il est là provisoirement. Alors attention, je mets le bout de bois de quel côté? Est-ce que c'est indifférent de le mettre n'importe où? Je le mets là, ou là, ou là, ou ici, sachant que l'arbre vient ici. Vous voyez? Alors pourquoi mettons ce bout de bois là? C'est évidemment, oui, pour contrebalancer l'effet du vent. Et je fais attention aux vents dominants qui viennent ici en Bretagne du sud-sud-ouest, hein, donc vers là-bas. Le soleil est là. Alors dans une heure, il va être au sud, donc c'est vers là. Alors je le mets du côté d'où vient le vent. Bon. Voilà. Alors maintenant, la plantation proprement dite. Hein. Alors je positionne oui, la partie racinée, comme ceci. Voilà. Bien. Alors ici, il y a différentes façons maintenant. Il y en a qui mettent du compost. Il y en a qui mettent du fumier. Alors pas de fumier.
du moins du fumier frais. Par contre, à la rigueur, on peut mettre dans le fond de la fosse, dans le fond du trou, du fumier bien décomposé. Et puis par-dessus de la terre. Il ne faut pas que les racines touchent le fumier. Bon. Voilà. Je tasse un peu. Oui, puis j'ai oublié. Je vais chercher le... Qu'est-ce que vous allez dire? Que la terre est assez humide avec toutes les pluies qui ont eu lieu. Ça ne fait rien. Vous avez le proverbe à retenir, vous pouvez même l'écrire, qu'il pleuve ou qu'il vente, avec un E, arrose quand tu plantes. Ah, bon, alors j'arrose. Ah, remarquez que... Oui, ça y est. Voilà, vous voyez, bon, je secoue un peu, de façon que la terre se glisse entre les racines. Ah, c'est bon. Voilà. Bon, alors j'ai tassé un peu, pas beaucoup, pas trop, parce que c'est l'eau qui va tasser la terre autour des racines. Bon, je termine le trou. Je termine de boucher le trou en y mettant la terre de surface que tout à l'heure j'avais mise de côté. Ça va? Voilà. Bon, je laisse. Ah, la terre est lourde, hein? Bon, je laisse une petite cuvette de façon à arroser plus tard. Bon, est-ce que c'est terminé, vous croyez? Non. À quoi il sert le tuteur là? Ben, tel qu'il est là, il sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, alors, j'ai trouvé ceci. Alors, vous avez différentes attaches. Vous avez ceci, par exemple, qui est très pratique. Très pratique, à part que ma tige est un peu mince. Bon. Alors, je puis, par exemple, faire ceci. Voilà. À la rigueur, faire un autre tour. Et je glisse comme ceci. Et voilà, et c'est verrouillé. Bon, il n'est pas très droit. Voilà, ça y est. Donc, le trou, les dimensions, 40, 40, 40. Si c'est un arbre avec des racines assez importantes, 50, 50, 50. S'il s'agit d'un gros arbre, vous savez, avec les racines qui ont été entourées là, alors là je puis, je sais pas, 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, sinon plus. Bon, deuxièmement, comment habiller les racines, c'est-à-dire couper les racines meurtries, couper celles qui sont trop longues, celles qui ne servent à rien, parce qu'il y en a également. Quand il y a un chevelu, comme c'est le cas ici, on coupe un peu le chevelu, c'est-à-dire les racines trop fines, trop petites. C'est bon. Ensuite, je plante le tuteur. Je plante le tuteur avant de mettre l'arbre en place. Et je mets le tuteur face au vent dominant. C'est-à-dire ici, sud, sud-ouest, ouest. Je mets l'arbre en place. Après l'avoir plongé dans le pralin,
Le pralat étant un mélange plus ou moins pâteux de terre de jardin, de compost, de bouse de vache quand il y en a, ou bien ici, alors ici j'ai mis du fumier en comprimé là, vous savez ce qu'on trouve de la jardinerie. Il est pas mal ça. Donc ça se dilue, ça vous fait une pâte donc, qui est très bonne. Alors le but de cela, c'est d'entourer les petites racines donc d'une légère couche nutritive et les empêcher surtout de se dessécher. Bon, je le mets en place, je mets la terre. Alors je commence par mettre la terre que j'avais enlevée en premier, c'est-à-dire la terre arable. Bon, ensuite donc le lien sur le tuteur. Voilà, c'est fini. Ensuite, dans le cours de la végétation, ne pas oublier d'arroser souvent le jeune arbre, hein, souvent. Surtout l'été, quand on a un été qui est très sec. Bon. Alors, une chose qu'on n'a pas dite, quelle est la raison du tuteur? Alors, la raison du tuteur est très simple, c'est que quand il y a du vent, forcément, pas seulement dans l'air, mais aussi dans le sol. Et alors, que va-t-il se passer? Eh bien, les mouvements du tronc transmis aux racines vont casser les petites radicelles au fur et à mesure qu'elles poussent. D'où est facile à comprendre que l'arbre, eh bien, soit il va mourir, soit il va se dessécher, soit au contraire il poussera très mal. Voilà. Bon, deuxième année, ça y est, la deuxième année, il aura fait ses racines, ses radicelles, ses racines, et il sera costaud. Bien. Voilà. Ça y est pour la plantation, la formation, la taille. Ou bien les porte-greffes. Par rapport justement au point de greffe, montrer justement. D'accord. Ah oui. Oh, une chose très importante que j'ai oubliée, alors là vous la notez, le point de greffe doit être, là, le voilà là, hein, c'est visible ici, à peu près, enfin disons au minimum à 15 cm au-dessus de la terre. Ça va? Sinon, que va-t-il se passer? Eh bien, tout simplement, si le point de greffe est sous la surface du sol, il va se produire des racines. Et vous remarquez, par exemple, tenez, approchez là. Hein. Bon, ceci, vous ne les voyez plus. Voilà, alors vous avez un bel exemple. Cet arbre-là a été planté avec le point de greffe, il est visible, hein, en dessous de la surface. Et il a fait des racines. Là, les racines, on ne les voit plus parce que je les ai coupées. Je voudrais trouver quand même un bout de racine là qui reste. Bon, on ne les voit pas, bien. Vous voyez là ce que ça fait. Vous le voyez d'ailleurs là. Regardez l'autre là. Et qu'est-ce qu'il produit cet arbre là? Eh bien il produit du bois pour faire des fagots. Donc l'arbre est devenu trop vigoureux. Plus un pommier est vigoureux, moins il donne des pommes. On croirait l'inverse. Donc, point très important, vous l'avez noté, le point de greffe doit être au-dessus du sol, 15 cm minimum. Bon. Dans la terre, avec les racines,
Et deuxième partie, à partir de là. La partie qui est dans la terre avec les racines s'appelle le porte-greffe. Celui qui porte la greffe. Et au-dessus, vous avez là, à cet endroit-là, vous avez le greffon qu'on voit, oui, on le voit là encore, et qui a poussé pour donner, en un an, hein, ceci c'est un an, qui a donné cette tige-là. C'est une boscope rouge, comme l'arbre qui se trouve le dernier là-bas, vous savez là, un arbre très vigoureux, trop même. Alors, le porte-greffe, alors on peut distinguer en gros 3 catégories de porte-greffe. Hein. Il y a le franc, F-R-A-N-C. Le franc, c'est tout arbre issu d'un pépin ou d'un noyau. Voilà, c'est simple, c'est facile. Hein. C'est-à-dire, vous semez des pépins de pommes et si les conditions sont bonnes, bah forcément les pépins vont donner un pommier, forcément. Vous semez des noyaux de pêche, vous mangez par exemple l'été de bonnes pêches, vous dites oh, elles sont très bonnes, bon vous gardez le noyau et vous semez le... Alors donc première catégorie de porte-greffe, c'est le franc. Donc un pommier, alors ici nous parlons du pommier, mais ce qui ont dit du pommier est strictement vrai du poirier et à peu près du cerisier, pêcher et prunier. Deuxième catégorie de porte-greffe, c'est le porte-greffe faible, enfin plus faible, ou moins fort comme vous voudrez, c'est le MM106. Donc porte-greffe MM106. Oui, ici on est mal placé pour... Bon. Troisième catégorie de porte-greffe, le M100, le M9. Très faible. Alors, vous en avez d'autres, on verra un autre là-bas tout à l'heure, encore plus faible. Alors pourquoi parle-t-on de ces porte-greffes forts? C'est le franc, le moyen, c'est le 106, et faible, c'est le 9. Eh bien parce que quand on va les greffer, l'arbre qui va en découler sera lui aussi plus ou moins fort, plus ou moins faible. Hein. Alors le franc, donc c'est un porte-greffe très fort, très costaud. Il peut vivre jusqu'à 100 ans. Bon, on n'en a pas besoin. Le MM106, c'est un autre porte-greffe qui est très utilisé par les professionnels. Il faut toujours voir ce que font les professionnels. Très utilisé par les professionnels. Le M9, encore plus faible, très utilisé aussi par les professionnels et très recommandé pour les amateurs. Mais il demande une bonne terre. Bon, on peut faire un petit tour pour voir jardinerie. Bon, de temps en temps, je vais dans une jardinerie et je m'amuse un peu à... Je questionne quand je vis cet arbre-là à vendre. Hein. Alors il est greffé sur quel porte-greffe? Oh, ils ne savent pas. Un vendeur, s'il n'est pas compétent. Alors il dit, ben, je vais demander au patron. Qu'est-ce qui se passe? Ben, le patron, il n'en sait pas plus. Oui, et ça arrive. Hein. Bon, alors justement, mais il n'y a pas que, disons, Auray et Vannes, enfin dans les c'est partout pareil. Si bien qu'aujourd'hui, on demande à ce que sur l'étiquette de l'arbre, hein, quand il s'agit d'un sion comme celui-ci, ou bien d'une quenouille, vous savez là, qui a 2 ans ou 3 ans,
on demande que sur l'étiquette soit inscrit le nom du porte-greffe. Voilà, comme ça au moins ce sera clair. Et vous, alors, si vous êtes amateur, vous aurez donc intérêt à acheter un pommier, un prunier, peu importe, greffé sur un porte-greffe faible, parce qu'il va donner un arbre faible. Vous voyez vous voyez cet arbre-là, M9, hein, faible. Il est là depuis, ça fait déjà, je dirais, ça fait pas 10 ans, hein. Donc il est adulte et il donne des pommes et vous les cueillez comme ça. Qui serait vendeur en jardinerie, c'est très très important de connaître les porte-greffes et donc de vous renseigner plus tard. Parce que ce qu'on dit ici, vous allez peut-être les oublier, sûrement même. Bon, donc vous devez vous renseigner sûrement. Bon, on a terminé la plantation, hein. Alors, est-ce que je vais le laisser comme ça, tout seul, à se débrouiller? Non, parce que ce qui va se passer, il va pousser vers le haut. Or, c'est pas ça que je veux. Je veux un arbre. Ça, oui, le porte-greffe qui est là, c'est du M106. Hein. Donc, bon, moyen, hein, donc qui a une bonne pousse. Si je le laisse pousser tel qu'il est là, il va pousser très haut. Bon, en plus, alors ceci c'est déjà un peu plus savant, vous remarquez que d'un bout à l'autre, il n'y a pas de ramification. Oh, il y a question de bourgeons, on n'en finit pas. Les bourgeons qui sont là, que vous pouvez voir, hein, si vous regardez sur l'autre là, les branches, certaines branches. Vous remarquez les bourgeons sont des bourgeons triangulaires qui sont appliqués contre la branche. Et si vous regardez bien en dessous, vous avez toujours une espèce de cicatrice horizontale qui est la trace du pétiole de la feuille, hein, qui est tombée. Alors, ce bourgeon, quand il va pousser, va donner du bois, c'est-à-dire une branche. C'est pas un bourgeon à fleurs, hein. Bon, on verra le bourgeon à fleurs tout à l'heure. Alors, comment se fait-il qu'en poussant, il n'a donné qu'une seule tige verticale? Alors, tout simplement, vous avez ici ce qu'on appelle l'apex, c'est-à-dire le bourgeon terminal, hein, au bout. Apex, A-P-E-X. Et cet apex, en cours de végétation, produit une hormone végétale, enfin, qu'on appelle une auxine, qu'on appelle la gibberelline, qui descend avec la sève élaborée. Vous avez vu la sève Pas pour brute? l'instant, non. Ils n'ont pas étudié ni la sève élaborée, ni la Oh là sève là là brute, là. non. Bon, la sève brute, c'est celle qui vient directement des racines. Et la sève élaborée, c'est le résultat du passage de la sève brute dans les feuilles. En gros, hein, avec la fonction chlorophyllienne, enfin bon. Et alors, la sève élaborée, elle va redescendre pour irriguer l'arbre tout entier. Hein. La sève élaborée, c'est la sève nutritive. Mais dans la sève élaborée se trouve une auxine, donc je viens de dire son nom, c'est la gibberelline fabriquée par ce bourgeon terminal qui inhibe, c'est-à-dire qui empêche le développement des branches. Alors plus l'arbre est vigoureux, moins il y aura de branches. Vous allez dire, enfin c'est bizarre. Non, alors il faut retenir, donc je redis ceci, la gibberelline fabriquée dans l'apex redescend par le cambium, donc par l'assise génératrice, et empêche le développement des branches secondaires. Donc, il n'y a pas de concurrence. Voilà. Voilà pourquoi j'ai ici une tige. Et plus l'arbre est vigoureux, vous remarquez d'ailleurs là, ici, ce rameau-là, c'est pareil, hein, vous n'avez pas de subdivision. Ici, il y en a, parce que ça, c'est une autre histoire qu'on reverra tout à l'heure.
Là, celui-là, c'est pareil, oui, celui que tu as là. Oui. Bon, l'autre là-bas, le dernier arbre du fond, regardez la chevelure là qu'il a de branches. Hein. Ces branches sont toutes verticales. Cette branche-là, ça s'appelle un sion. Hein. Le sion, il va pousser et puis il va faire une branche qui va avoir 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, je ne sais pas. Mais évidemment, à la longue, il y aura des branches secondaires à se passer. Hein. Alors, pour aider cela, bon, j'enlève ici, parce qu'on n'en aura pas besoin d'ailleurs. J'enlève celui-ci pour que ce soit plus clair. Hein. Voilà. Alors, je veux avoir, vous voyez, cet arbre-là. Regardez la forme de l'arbre. Hein. Celui qui est derrière vous, c'est pareil. Hein. Bon. Je veux avoir une forme comme ça. Ça s'appelle un gobelet. Bon, gobelet, un verre. Vous voyez cette forme-là. Ça s'appelle un buisson. Peu importe le nom. Alors, vous comprenez tout de suite que pour avoir 3 branches qui partent du bas, il va falloir que je coupe le sillon à une certaine hauteur. La hauteur doit être... Alors, vous avez des hauteurs standards qui sont, je crois, 40 cm. 40 cm du sol. Hein. 1,20 m et 1,80 m. Enfin, pour vous, si c'est des amateurs, voilà, c'est ça. Alors, je regarde ici. Alors, un œil, 2 yeux, des bourgeons. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est bon. Bon. Alors, je sectionne. Voilà. Oh là là. Oui, oh oui. Je le sectionne. Hein. Ah oui, c'est un drame. Hein. Je me rappelle d'avoir été dans une école, je ne sais pas quelle classe c'était, je pense que c'est pas une maternelle, c'est un peu au-dessus, où il y avait un arbre comme ça aussi, l'institutrice m'avait demandé pour montrer. Bon, première chose évidemment, j'ai sectionné comme là, oh, ça a été le... Bon, je pense que ça a poussé, après j'ai pas été voir. Et alors j'avais greffé à cet endroit-là. Ici, c'est pas pour greffer. Hein. Sûr de ce qui va se passer quand il s'agit de la nature. Hein. Enfin, en général, c'est comme ça que ça marche. Alors, l'œil qui est là, celui-ci, celui-là, alors je n'ai compté 7, je crois. Alors, ils vont, forcément, ils vont pousser. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Alors, nous sommes donc en hiver 2006. Alors pendant toute la saison 2007, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, tout ça aura fait 5 ou 6 branches. On comprend bien là. Hein. Bon, et alors l'hiver prochain, toujours en 2007, je vais choisir les plus belles. Non pas pour les emporter, mais au contraire pour les garder. Et je vais enlever celles qui sont faibles, mal formées et surtout mal orientées, de façon à avoir des branches comme ça. Regardez, comme celui-là, bien que ce n'est pas l'idéal parce que ici vous avez l'air d'avoir un trou, hein, mais ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc voilà la formation du buisson. Alors regardez pas le haut, mais regardez plutôt le bas. Vous voyez, on peut dire que j'ai là 3 branches qui sont bien orientées. Et l'intérieur, regardez bien l'intérieur. L'intérieur est vide. Vide dans ce sens que le soleil peut arriver. Ça va? Alors évidemment, ces branches-là vont pousser. Et puis, en 2007, oui, je
je sélectionne les 3 ou 4 meilleures branches bien placées et en même temps je les coupe à peu près au tiers de leur hauteur. Vous verrez ça sur ce que je vais vous donner sur la feuille là. Voilà, alors ça c'est donc la formation du buisson, ce qu'on appelle un buisson. Bon, alors maintenant on va voir la formation d'une autre forme. Comparer celui-là, qui est un buisson ou un gobelet, peu importe, vous voyez toujours les 3 branches, d'avec celui-ci. Vous voyez bien la différence qui est très nette. Ici vous avez un axe central. Ça va? Alors comment obtenir cet axe central? Alors je veux avoir, vous voyez, celui-là va me donner la même chose que ça. Alors je vais couper, pareil, hein, à peu près à 40, 50, 60 cm au-dessus d'un œil. Bon. Alors que va-t-il se passer? Ben, comme pour l'autre. C'est-à-dire, ces yeux-là vont se développer. Ça va? On comprend bien, hein? Alors je fais ça donc cette année en mars 2007 et l'hiver 2007 j'aurai 1, 2, 3, 4 branches, 5 qui auront poussé. Pareil, je vais sélectionner 3 ou 4. Mais par contre, alors c'est ici le problème, je garde la dernière branche qui a poussé, la dernière brindille. Alors celle-là, comme elle est en haut, comme elle reçoit beaucoup de sève, elle va pousser tout droit. Celle-là, je la garde. Les 3 qui ont poussé là, 3 ou 4, hein, je les garde. Et alors, elles vont pousser pendant l'hiver 2007-2008. Et en octobre 2008, alors, l'œil qui est là aura poussé pour me donner un autre prolongement, on comprend bien. Et si ce prolongement a une longueur suffisante, mettons 40 cm, ben je recommence la même opération, c'est-à-dire que je choisis un œil ici, et de nouveau, pendant l'hiver et le printemps 2007-2008, j'aurai quoi? Ben, j'aurai 5 ou 6 branches qui vont pousser là, et puis j'aurai celle-ci qui va se prolonger là. Alors, regardons celui-ci maintenant. Alors, vous remarquez en gros, j'ai ici un étage de branches, j'ai un deuxième étage de branches, et ici, j'ai au contraire une coupure nette. Alors, cet étage-là a été formé, bon, je ne sais pas si vous voyez, enfin, ça se devine un peu. Ici, on voit un peu les traces de la première section que j'ai faite là. Bon, ici, tenez, là, on voit très bien là, j'ai les traces de la deuxième section. Hein. Et ici, c'est là, alors là, on a stoppé la fermentation. Mais on aurait pu aller beaucoup plus haut. Hein. Et voilà. Et alors là, on a, on appelle ça une pyramide. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour donner un nom à la forme. Hein. Alors, c'est la pyramide à axe central. Ça va? Axe central. Hein. À vert. Alors là, vous avez 1, 2, 3, 4 branches qui ont poussé à différentes hauteurs. Évidemment, maintenant, on a l'impression que toutes les 4 sont à la même hauteur. Ça vient simplement du grossissement du tronc. Alors, vous remarquez également, si je prends celui-ci, que sur cette branche que l'on appelle une charpentière, elle fait la charpente de l'arbre, vous avez des branches secondaires, des sous-charpentières qui ont poussé, sur lesquelles viennent les bourgeons à fruits.
Bon. Alors ceci s'appelle une palmette. Mais alors, disons que c'est une palmette. Alors, on ajoute un mot, palmette à la diable. Que veut dire l'expression à la diable? Eh ben, c'est quelque chose qui vient comme ça. Parce que vous avez aussi, d'ailleurs vous les avez vus, c'est un prix astronomique. Hein. C'est 100 € la palmette. Vous vous rendez compte, hein. Ben, remarquez d'ailleurs que ça les vaut. Hein. C'est pas du tout, le client n'est pas du tout volé. Parce que pour former une palmette comme ça, il faut au moins 6 ans, 7 ans. Bon. Par contre, ceci. Alors, palmette à la diable. À la diable, c'est-à-dire comme ça vient. Alors, remarquez ici cette bosse-là. Cette bosse-là, évidemment, c'est le point de greffe. Hein. On a pris cette branche-là et on l'a ployée. Alors, on l'a pliée. C'est quelque chose de très 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 important quand il s'agit donc de la formation de fructification. Alors la branche qui est pliée, qui est soit inclinée, avec un certain angle d'ailleurs, soit même recourbée, donc en forme d'arcure. Vous aurez ça également sur votre feuille là. Elle va produire sur tout le long ici de la végétation qui soit des brindilles simples, des brindilles couronnées, un dard comme celui-ci, soit ici une brindille couronnée aussi, c'est-à-dire avec un bourgeon à l'extrémité. Enfin, et alors vous aurez toujours, ou presque, sur la courbure, vous aurez le départ, vous voyez ici, une branche très, très forte. Tenez, regardez ici, là, celle-là. Ici. Vous voyez, sur la branche qui est courbée. Hein. Alors, ce départ donc de la courbure, alors vous allez récupérer cette branche qui est très forte et vous allez la plier à son tour. Et le cycle recommence. Cette branche qui a été courbée comme cela, bah, tout de suite vous avez une autre qui pousse sur la courbure. Alors celle-là, bon celle-là elle a été coupée malheureusement parce que pour nettoyer le lierre c'est pour ça qu'il y a l'échelle qui est là. Sinon je l'aurais recourbée vers ici. Voilà. Alors donc cette courbure, ces inclinaisons, c'est donc l'un des moyens principaux, on peut dire principaux, pour mettre un arbre, un pommier, un poirier à fruits. Bon, voilà, ça y est. Il n'y a pas eu beaucoup de pommes. Hein. Et alors, s'il n'y a pas beaucoup de pommes dans l'arbre, comme la sève arrive toujours, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire du bois. Charpentière. Mais par contre, celle-ci, elle est coupée là. Quelque chose qui s'est passé là. Hein. Et bien tout simplement, parce qu'il s'est produit un chancre. Le chancre étant une maladie on les verra tout à l'heure. Le chancre était une maladie de la branche, de l'écorce. Et même à coup de ciseaux à bois, mais quand il est trop profond, il n'y a qu'un seul remède, c'est de couper en dessous, comme c'était le cas là. Bon, enfin, brindille couronnée, parce qu'à l'extrémité de la brindille, il y a un bourgeon à fruits. D'où le nom de couronné. Il y a un droit à une appellation honorifique. Vous voyez, le porte-greffe avec le point de greffe qui est là. Bon, théoriquement, peut-être à 15 cm au-dessus du sol, mais bon. Alors, vous avez là le greffon, et puis
puis alors, le greffon, c'est un Jonathan. Alors, vous voyez tout de suite, hein, vous devinez là. La greffe a poussé, a donné une tige, une branche, donc comme celle que l'on voyait tout à l'heure, et elle a été courbée là, et attachée évidemment à l'aide du fil de fer. Ça va? Et sur la courbure, alors c'est inévitable, hein, vous aurez ça, une branche secondaire très forte qui va pousser, c'est celle-là. Bon, celle-là, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait subir le même traitement et elle est attachée ici sur le fil de fer supérieur. Celle-ci, vous voyez là, c'est la même chose. Là-dessus, une autre qui a poussé, on lui fait ça. Ici, il y en a deux costauds qui ont poussé. L'une, on l'amène sur la droite et l'autre, on l'amène vers la gauche. Et même celle-ci, vous avez celle-là, et celle-là, on l'attache ici à droite. Alors, ce qu'il faut donc savoir, c'est que la courbure, l'inclinaison, l'arcure même, qui est plus profond, produit inévitablement des branches, enfin des branches, c'est même pas des branches, c'est des brindilles qui provoquent la mise à fruit, c'est-à-dire qui provoquent la formation de bourgeons à fruits. Tous les bourgeons que vous voyez là, alors, sont des bourgeons à fruits. Et la brindille que vous voyez, avec un bourgeon à fruits, elle s'appelle, on l'a dit tout à l'heure, une brindille couronnée. Alors une brindille couronnée, en principe, ne se taille jamais au sécateur. Parce que la brindille couronnée, elle va donner une fleur. Dans la fleur, il y aura en réalité 3, 4, 5 fleurs secondaires qui chacune, en théorie, donnera une pomme. Mais naturellement, on ne laissera pas les 4 pommes, on laissera une pomme qui, systématiquement, par son poids, elle va recourber la brindille. La brindille étant recourbée, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se produire ici d'autres bourgeons à fruits, et ainsi de suite. Le porte-greffe qui est ici et le porte-greffe qui est là-bas sont les mêmes. Ici, c'est du Jonathan. Vous avez pu peut-être en acheter du Jonathan là, chez Champion ou Leclerc. Tandis que l'autre là-bas, c'est du Chailleux. C'est une pomme locale, mais alors qui est beaucoup plus vigoureuse. Vous voyez? Et bien que les porte-greffes soient les mêmes, le résultat est différent. Ce machin-là, c'est quoi? C'est d'abord quoi? Un pommier, une pomme de terre, un prunier, un cerisier. C'est un pommier. Vous allez dire, ben, il est jeune, hein, il a été planté l'an dernier. Pensez-vous, il a 10 ans. Oh oui, au moins ça. Oui, alors c'est toujours le... à chaque fois que les gens voient ça, ils se disent, mais c'est pas possible. Si. Et ça dépend de quoi? Je disais, le porte-greffe, c'est quelque chose de très important. Alors, c'est un porte-greffe qui s'appelle le M, si vous voulez prendre note, là, M27. Oui, alors là, vous vous rappellerez, M27, porte-greffe très, 3 fois très, faible. Bah, ou bien ici, tenez. Ça, c'est une variété très vigoureuse, il n'y a qu'à la regarder. Mais si j'avais greffé cette variété vigoureuse là, hein, c'est du costaud ça, sur le porte-greffe, j'aurais pas eu plus, hein, que serait resté à la même taille. C'est le porte-greffe qui commande au fond la vigueur de l'arbre. C'est pour ça qu'on dit justement que la connaissance des porte-greffes du pommier et d'ailleurs des autres arbres est très importante. Voilà, qu'on appelle le nectria, c'est le chancre, dit chancre européen.
la branche, vous voyez, se met à se désagréger, hein, surtout l'écorce, quoi. Le bois, lui, semble intact. En réalité, il est attaqué, hein. Alors, que faire? Ben, avec un chancre pareil, la seule et unique solution, c'est de couper la branche. Évidemment. Seulement, par contre, quelquefois, le chancre va se mettre sur une charpentière. Alors, sur une charpentière, si vous coupez la charpentière, vous aurez tout un tas de branches, de brindilles, de bourgeons à fruits, à fleurs qui vont disparaître. Alors, il y a quand même un moyen que l'on peut essayer, c'est de l'éradiquer, c'est-à-dire une serpette, et puis je taille, je prends au besoin, là il faudrait prendre un ciseau à bois. Vous savez ce que c'est, le ciseau à bois? Bon, attendez, je vais chercher. Pas, non. Toute la partie qui est marron, jusqu'à ce que je n'ai que de la partie blanche ou de la partie verte. Bon, alors, ciseaux à bois. Alors, voilà la serpette, bien aiguisée. Alors là, attendez, alors vous voyez tout de suite la différence, hein. Alors, vous avez la partie saine et la partie malade. Et alors, je taille jusqu'à ce que je n'ai plus que du blanc. Ah, ça peut aller loin, hein. Oh là, ça arrive jusque là. Donc, d'une pâte, ici c'est du phytopaste, c'est une pâte marron qui protège tout simplement. Que l'on peut mettre aussi sur les parties taillées. Voilà. Bon, évidemment, alors là c'est sur le pommier, le rosier. Là, ils ont vu le rosier sûrement, non? Un petit peu, j'en ai parlé. Le rosier. Ouais. Par contre, pour les pucerons, il faudrait préciser peut-être que c'est les pucerons lanigères, parce que c'est vrai oh que... là, lanigère. Alors ici, il n'y en a pas. C'est dommage. Dommage non, heureusement, on aurait pu vous montrer. Le puceron lanigère, vous le trouverez sous les branches, hein, en dessous, là, par contre. Alors, dans le mot lanigère, vous avez le mot laine. Eh bien, vous avez l'impression d'avoir une touffe de laine. C'est blanc comme de la laine. C'est cette partie-là qui protège le puceron qui est en dessous. Le puceron lanigère, le vrai puceron, il est noir, il est marron-noir. Bon, le puceron lanigère, pour s'en débarrasser, quand il n'y en a pas beaucoup, tout de suite, il faut le badigeonner. Ça vous l'indiquez, c'est important justement. Hein? Je leur disais d'écrire parce que c'est important. Oui, puceron lanigère, hein, avec de l'alcool, par exemple de l'alcool. Là, vous le badigeonnez comme ça, mais alors badigeonner, il ne faut pas croire que ça y est, je passe et puis c'est fini. Non, il faut y aller vraiment, hein. Il faut même un pinceau qui soit, disons, dur. Parce que ces pucerons-là, ils s'incrustent, hein. Bon, le puceron lanigère, alors par contre, ça sert à tout, sauf à boire. Oui. Et, hein, le cognac, lui, il ne fait que 40. Hein. Donc une dose, là, ça vaut 2 cognacs. Bon, voilà. Ça coûte 1 euro le litre. La bouteille. 1 euro. Hein. C'est pas cher. Hein. Produit pour empêcher justement de le boire. Oui. C'est pas la peine de dire ne le buvez pas. Vous savez, les adultes sont pires que les enfants. Hein. C'est vrai d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir qui favorise le puceron lanigère. Alors, il y a d'abord les arbres touffus. Le puceron lanigère, lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est là en dessous de la branche, hein, dans les endroits sombres, humides. Et puis ensuite, il y a aussi des variétés de fruits, de pommiers,
qui sont attaqués de préférence par le puceron lanigère. C'est le cas par exemple de la galeuse. C'est une variété de pomme locale. Vous avez la galeuse. Vous avez aussi la reine des rainettes, qui est aussi attaquée par le puceron lanigère. Bon, alors oui, on était tout à l'heure, on disait, quand tout l'arbre est plein de pucerons lanigères, ben, je ne sais pas. Hein. Dire, mais quelqu'un s'est amusé à faire un trou là, avec un forêt. Ah ouais, non, et c'est Pas un du insecte, tout. c'est un insecte qui a bouffé. C'est une chenille qui a fait ça. Ouais. Vous voyez? Alors voici l'autre bout là. Hein. Alors l'arbre était comme ça, la branche était comme ça, et je vois un trou rond avec de la sciure par terre là. De la sciure, c'est pas de la sciure, mais enfin des bouts de bois à moitié mangés là. Ah, je dis ça, c'est le zeuser, ça s'appelle zeuser avec deux Z. Z-E-U, Z-E, accent grave et re. Oui. Avec des points noirs. Le noir sur le jaune, c'est très joli. Ah ben, ça dépend des goûts, mais donc c'est une très belle chenille, mais alors grosse comme le doigt. Et justement, et monsieur Gotter, il y en a qui connaissent peut-être là, qui a des pommiers, me disait, tous les ans, il en trouve 7 ou 8. Ici, c'est le deuxième que je vois hein, depuis des années et des années. Le zeuser, c'est la chenille d'un papillon, qui est d'ailleurs un joli papillon de nuit, donc on ne le voit pas souvent, qui est blanc, les ailes blanches avec des points noirs. Des pommes avec des taches comme, on pourrait dire, des verrues sur la peau de la pomme. C'est une maladie qu'on appelle la tavelure. Hein. Tavelure. Vous le mettez entre parenthèses, comme des verrues sur la peau. Voilà, la tavelure, hein. Traitée à outrance. Vous savez, un arboriculteur professionnel, il peut faire jusqu'à 25 traitements par saison. 25 traitements, ce qui revient à faire un traitement pratiquement par semaine. Bon, aujourd'hui, par exemple, ils sont en train de traiter, je suppose, à outrance, hein, avec la bouillie bordelaise et puis les huiles blanches. Bon, ça, c'est pas dangereux, au contraire. Mais c'est en pleine saison, contre la tavelure, on traite avec des produits qui ne sont pas innocents pour la personne qui mange. Hein. On a beau dire, mais malgré tout, il en reste dans la pomme. Alors, la question posée est ceci. Vaut-il mieux manger une pomme avec de la tavelure dessus, donc une pomme que vous trouvez chez vous dans votre verger ou chez le voisin, qui a laissé pousser tout seul, ou vaut-il mieux manger une pomme impeccable? On ne sait pas. Et pourquoi? Parce que la pomme qui est tavelée, avec des taches de tavelure, vous allez dire, mais il suffit de l'éplucher et puis ça y est, c'est propre. Ah oui, mais il y a un mais, lequel? C'est que la tavelure est due à un champignon. Et ce champignon, il produit des toxines qui forcément est rentrée dans la chair de la pomme. Bon, est-ce que c'est dangereux? J'en sais rien, sans doute que non. Mais enfin, par contre, les pommes sont tavelures. Ils ont été traités, retraités, surtraités. Alors, il est fort possible qu'il y ait des restes de produits sur la peau, c'est même presque certain, mais aussi il est fort possible qu'il y en a aussi dans la chair. Je parlais tout à l'heure du Kilval, le produit contre les pucerons lanigères qui est interdit aujourd'hui pour la bonne raison qu'il y avait des résidus de Kilval à l'intérieur de la chair de la pomme.
Bon, alors chacun, il voit midi à sa porte. Hein. Quand on parle de pommes, il faut penser à tout le reste. Hein. Qui soit, disons, à peu près correct. Hein. Eh bien, il faut faire les traitements, mais alors les traitements d'hiver. Les traitements pendant l'hiver. Avec quel produit? Ben, le produit presque universel, la bouillie bordelaise. Vous connaissez, non? Non, il faudrait leur dire. Les adultes là qui sont arrivés, ils disent oh, mais les arbres ils ont une drôle de couleur. Ils ont remarqué tout de suite, mais pas vous. Vous avez certains. Par exemple le troisième, là, regardez le troisième, le petit là. Ou bien celui qui est derrière, plus là. Il n'y a pas un aspect bleuté, bleuâtre? Non, c'est bon. Voilà. Voilà la bouillie bordelaise. Hein. Enfin, ça c'est pas une bouillie là pour le moment. C'est la poudre. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du sulfate de cuivre. C'est pas dangereux, hein, justement. C'est du sulfate de cuivre qui a été éteint, enfin disons mélangé avec un peu de chaud. Alors on le met dans l'eau, alors là ça fait une bouillie. Alors, quelle est la propriété du sulfate de cuivre? Eh bien c'est d'empêcher le développement des petits champignons microscopiques. Donc c'est un anti-cryptogamique. Hein. Voilà. Alors on traite, alors pour bien faire, je vous dirais que moi je ne le fais pas, hein, parce que bon, c'est du boulot. Hein. Alors on fait un premier traitement lorsqu'à peu près la moitié des feuilles est tombée, donc au mois de novembre. Hein. Ça vous marquez, c'est important. Novembre, décembre, enfin, un premier traitement. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la feuille en tombant va laisser une cicatrice. Et par cette cicatrice, le chancre par exemple peut rentrer. Bon. Ensuite, un autre traitement, mais alors à 20 grammes de bouillie par litre, disons pendant l'hiver. Hein. Pendant l'hiver, en décembre. Et un troisième traitement, fin février. Ça vous fait 3 traitements. Remarquez d'ailleurs, c'est la même chose hein, pour la vigne. Pour la vigne, c'est pareil. Dire justement, parce que finalement. Ça, c'est autre chose. Oui. Quand, oui, alors c'est un problème parce que maintenant il est question d'enlever les vignes. La bouillie bordelaise contient du cuivre. Hein. C'est du sulfate de cuivre. Remarquez en passant, on dit que la bouillie bordelaise c'est un produit biologique. Hein. Vous savez que cette histoire-là, biologique, disons que comme on n'a pas autre chose, on s'en sert. Mais c'est pas biologique du tout, puisque c'est un produit qui est fabriqué par l'industrie. Il n'y a pas de sulfate de cuivre dans la nature. Est-ce que c'est biologique alors? J'en sais rien. Bon. Mais vous savez, il faut réfléchir. C'est comme, ça c'est une parenthèse, vous connaissez la roténone peut-être? C'est un insecticide biologique. Il est extrait d'une plante. Bon, on vient de l'interdire. Je pense que c'est biologique. Ça dépend ce qu'on entend par le mot biologique. On dit que la roténone aurait un certain effet sur les problèmes respiratoires et sur la maladie Parkinson, paraît-il. Alors on vient de l'interdire. Mais en culture florale, elle est toujours autorisée. Oui, oui. Alors il reste encore le pyrètre et les pyréthrinoïdes qui sont alors purement d'origine biologique. Vous savez, dans la nature, il y a des produits qui sont dangereux. J'ai eu cet été, j'ai eu à déterminer 3 plantes vénéneuses. C'est comment Morgan, là, Roger, c'est le médecin qui lui avait demandé de dire quelle c'était que cette plante-là,
qui était utilisé par une de ses clientes, là, du médecin, pour faire des tisanes. Bon. Lui, il se demandait, mais il n'était pas sûr. C'était une plante vénéneuse. Bon, utilisée à dose faible, elle est peut-être bonne, hein, mais enfin, c'était une dame, elle n'est pas morte, bon, ça va. Mais non, c'est pour dire, hein, attention, Oui. réfléchissez bien quand on parle de biologie. Ben, enfin, de biologie, c'est pas le mot, mais de produits biologiques. Alors, qu'est-ce que vous demandiez déjà? C'est de la bricole, quoi. Hein. Je même une vraie, enfin, peu importe. Faire du travail propre. Oui. Alors, c'est simplement, je l'utilise oui, pour lisser. Et aussi, il m'est très facile. Alors, c'est pas dangereux. Hein. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas un insecte qui l'a produit. C'est pas non plus un champignon. C'est simplement un accident biologique de la pomme. Hein. Donc là, on peut manger la pomme en enlevant les. Mais enfin, c'est désagréable. Et vous voyez d'ailleurs sur la peau de la pomme, vous avez très souvent une dépression. Et sous la dépression, vous avez le liège. Bon, vous avez aussi, toujours dans le même ordre d'idées, quelquefois, tout le cœur de la pomme devient transparent comme du verre. On dit que c'est bon, je ne trouve plus le terme. Il devient transparent comme du verre, on dirait un morceau de verre que vous coupez étant donné sa transparence. Là aussi, c'est simplement un accident de la biologie de la pomme. Ça non plus, c'est pas grave. Hein. C'est même au contraire très sucré en plus. Voilà. Bon, on a parlé tout à l'heure, comment s'appelle déjà l'insecte, le papillon dont la chenille fait ce trou-là? Je me demande bien à quoi ça sert. Le zeusaire, facile à retenir, hein, avec deux insectes à retenir, il y en a bien d'autres. Hein. Vous avez pas l'oplocampe, la chenille. Je ne sais pas si on trouve par ici. L'antonome. Hein. L'antonome, j'en ai vu ici l'an dernier. Il n'y en a pas tellement dans la région. L'antonome, c'est lorsque vous voyez le bourgeon, le bouton de la fleur, je parle de la fleur qui est déjà un peu épanouie. La fleur est un bouton marron comme un clou de girofle. Bon. Il n'y a pas grand chose à faire, sauf, toujours pareil, de faire un traitement au moment précis. Et puis alors, vous avez surtout le fameux ver des fruits. Là, vous connaissez sûrement. Des pommes avec un ver dedans. C'est dû à un champignon qu'on appelle le Carpocaps. Carpocaps. C-A-R-P-O, caps. Carpocaps. Comme ça se prononce. Hein. C-A-R-P-O-C-A-S-P-E. Le Carpocaps. Alors, le Carpocaps, c'est un petit papillon qui pond lorsque la température atteint environ 15 degrés jour et nuit, hein. Enfin surtout la nuit bien sûr. Hein. Donc autrement dit, à partir du 15 mai jusqu'au 15 juillet, en gros. Alors là c'est la véritable catastrophe. Hein. S'il y en a beaucoup de Carpocaps, la plupart de vos pommes sont véreuses. Hein. Le traitement, toujours pareil, c'est des insecticides. Insecticides qui sont relativement dangereux, bien sûr. Alors il faut faire un traitement. Il faut d'abord déceler le papillon dans le verger. Alors pour cela, on met des pièges. Le piège à Carpocaps,
disons, c'est un carton à peu près de 20 cm sur 30 qui est blanc et enduit de glu. La glu, vous savez, c'est un produit collant, hein. Et alors, sur le carton, on a mis des capsules, alors c'est ceci l'important, qui contiennent une phéromone. Bon, phéromone connue? Non. La phéromone, c'est, on parlait tout à l'heure, d'oxine végétale, hein. Ceci, c'est une oxine animale. La phéromone attire. C'est un produit qui est répandu dans l'atmosphère par le papillon lui-même, hein, et attire le papillon qui vient se coller sur la glu. Et alors là, on voit, tiens, on compte 1, 2, 3, 4 papillons qui sont venus. Oh, ça veut dire qu'il va y avoir une invasion. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un traitement. Bon, et on recommence ce traitement habituellement 10 jours à 15 jours après le premier. Parce qu'il peut y avoir plusieurs invasions. Bon, il y a un autre traitement qui est alors, lui, un traitement écologique, hein. Entre guillemets, de faire perdre la tête au papillon mâle. Ça y est, il ne trouve plus la femelle. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il ne se passe rien. Vous comprenez là? Et donc, il n'y a pas de formation d'œufs, il n'y a pas de fécondation de la femelle, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas des œufs, et il n'y a pas de vers. Voilà. Alors là, c'est vraiment écologique, ça c'est tout simplement. Parce que là, il a dû passer 3 ans là, accroché à l'arbre, hein. Ben, je pourrais te trouver une étiquette ou quelque chose là. De rang. Et depuis, il y a pratiquement, je n'ai jamais de verre. Il n'y a pratiquement plus le verre des pommes n'existe plus. Si on trouve 1 ou 2 pommes véreuses, mais c'est tout. Ça s'achète par 500, je crois. Donc directement à Horty-Brice, par exemple, à Lorient. Ah oui, Plutôt, ben là, en oui. fin de compte, Pas Horty-Brice. Non. C'est quoi Horty-Brice? Non, pas Horty. Ah oui, celui de... Oui, de Lorient, du Ah moins. oui, c'est possible, oui. Oui. Ou bien alors ici à la Camne. À la Cam aussi. À la Camne aussi. Oui, oui. Mais alors, ça coûte 150 francs, je sais le prix. 150 francs, les 500. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça, 500? Il faudrait que les personnes s'arrangent à plusieurs. à 15 ou 20 pour acheter un professionnel, l'utilise. Hein. Là, j'en ai eu parce que justement, monsieur Gotter, là, il en avait acheté, forcément, parce qu'il doit avoir, je ne sais pas combien, 3000 ou 4000 arbres, hein, sinon plus. Et puis il lui en restait, alors il m'en a donné le reste, quoi. Mais j'ai bien l'impression, au moins ici, toujours que c'est vraiment efficace. Hein. Donc, vous voyez, donc vous avez compris le système. Hein. Donc c'est un produit, extrait d'ailleurs de la poire, là, qui a la propriété la propriété qui fait que les papillons mâles, vous voyez, sont complètement, ils ont perdu la tête. Le papillon femelle. Bon, donc forcément, il n'y a plus de vers à se former. Mais M. Gotter me disait justement que lui, il s'en est servi pendant à peu près 5-6 ans et il se rend compte qu'apparemment, eh ben, le produit fait moins son effet. Comme tout. Hein. Donc il y aurait une accoutumance. Par des adultes, hein, qui sont là, que vous voyez là en train de travailler là. Voilà, comme ça. Le greffon là, comment il est taillé? Alors, vous avez un œil qui est là. Ça c'est un œil à bois. Hein, et on le taille de chaque côté. De façon à ce qu'il rentre dans la fente que l'on fait là, vous voyez.
Alors, on fait un deuxième greffon si on veut. Alors, la difficulté, c'est donc de faire une taille qui soit donc très nette, hein. Il ne faut pas, par exemple, que ce soit bosselé. Il ne faut pas que ce soit un peu en hélice. Donc, deux tailles parfaites des deux côtés du bourgeon à bois. Bon, on fend le tronc avec on fait n'importe quoi, hein, avec ça par exemple là, on le met comme ça et on frappe dessus un coup de marteau. Alors un coup très net, hein, et très rapide pour que la serpette tranche le bois et non pas la fasse éclater. Bon. Alors ensuite il faut connaître un peu la formation de comment est formé le tronc. Vous savez tous que les troncs d'arbres sont en rond, hein. On voit très bien les différentes couches. Et alors ce qui est important, c'est la dernière, enfin on peut dire ça en gros, hein, c'est la dernière des couches, c'est-à-dire la couche qui se trouve juste sous l'écorce. Tout le monde sait que l'écorce, comme la peau, c'est une partie morte, hein. Elle se desquame, là, tous les morceaux s'en vont, on ne s'en rend pas très bien compte, mais enfin, comme là, c'est pareil. Alors, la dernière partie vivante, qu'on appelle le cambium, se trouve juste sous l'écorce. C'est la partie vivante, essentiellement vivante. On l'appelle aussi zone génératrice. La génération, la formation du vivant. Alors, vous avez ça juste sous l'écorce là, et vous avez ça aussi, forcément, juste sous l'écorce du greffon. Alors, comme c'est la partie vivante, bon, vous avez tout de suite compris que lorsque je vais mettre le greffon dans la fente, eh bien, il va falloir que la zone génératrice du greffon soit en face de la zone génératrice du porte-greffe, de façon à ce que la sève qui arrive là passe dans le greffon et provoque évidemment la soudure. Voilà, voilà le principe, hein. Alors on peut mettre deux greffons comme ici, on peut mettre un seul. Bon, si c'est trop, si c'est gros comme là, ben là c'est bon. Là, vous voyez la taille, là on dirait presque la taille, la grosseur idéale. Là. 2 cm et demi, 3 cm, impeccable. Si c'est moins gros, on met un seul. Si encore, c'est encore moins gros, c'est-à-dire, prenons ceci. Alors là, on ne peut pas faire de greffe en fente. Alors on pourra faire la greffe à l'anglaise. La greffe à l'anglaise, voilà. Donc on coupe comme ça. Et forcément, si vous les mettez les deux l'un à côté de l'autre, du moment que c'est le même diamètre, on est sûr et certain que les cambiums, les zones génératrices, vont se toucher, coïncider. Bon, ça c'est la greffe à l'anglaise simple, hein. Alors, il y a la greffe à l'anglaise compliquée qui est la plus utilisée, bien qu'elle soit dite compliquée. Alors, vous allez la voir, je fais ici à peu près au tiers de la coupe, hein, au tiers. Voilà. Alors, ici, il faut aller doucement parce que ça peut partir d'un seul coup, hein. Vous voyez, je fends comme ça, verticalement. J'en fais autant sur l'autre. Doucement. Et voilà. Et maintenant, je vais les mettre face à face en faisant glisser les fentes, enfin les coupes l'une dans l'autre. Voilà. Vous voyez, le principe est compris. Alors évidemment, toujours, ne pas oublier la deuxième partie qui est d'entourer d'une façon hermétique la greffe. Si je laisse comme ça, je suis sûr et certain, alors là c'est mathématique, que ça ne marchera pas.
Parce que ces parties-là, elles vont se dessécher. Là, c'est pareil. Je laisse comme ça, sûr et certain que ça va se dessécher. Donc, la greffe est morte. Hein. Alors, il faut l'envelopper. Alors, au fond, en gros, on peut dire 2 choses importantes pour que la greffe réussisse. Premièrement, la coïncidence aussi parfaite que possible entre les cambiums, entre les zones génératrices du greffon et du porte-greffe. Et deuxième chose aussi importante, c'est de bien envelopper la greffe. Il ne faut pas qu'il y ait par exemple un petit trou qui soit en relation avec l'air, avec le vent, avec l'humidité surtout. Ne pas oublier de mettre aussi un peu de mastic à greffer sur le haut de la greffe, hein, comme là. Ah ben, c'est déjà mis d'ailleurs. Parce que là, ça va se dessécher aussi. Bon, des adultes aussi, il y a 2 ans. Je sais. Vous allez dire, mais comment ils ont fait pour fendre le bois? Eh ben, le bois n'est pas fendu. Là, on fait... oui. Ah ben c'est déjà fait d'ailleurs, oui, c'est... Voilà. Vous voyez, vous avez ici une fente verticale, vous la voyez là, et on soulève l'écorce. Hein. C'est pas la saison. Hein. Et puis là-dedans, on va... Voilà. Et alors, dans la fente, vous voyez là, la taille, là, le bourgeon est là, la taille est ici, je glisse tout simplement. Alors c'est la greffe la plus facile. Là. Seulement, elle ne peut se faire que quand l'écorce se décolle, c'est-à-dire, comme pour l'écusson du rosier, hein, c'est-à-dire au plus tôt au mois de mai, avril. À partir du 15 avril, on peut faire cette greffe-là. Et on en met 1, 2, 3, 4 si on veut, 5. Voilà. Serrer, d'envelopper tout complètement. Tout doit être enrobé de mastic à greffer. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait un endroit quelconque où l'on voit le bois ou l'écorce. Et ne pas oublier aussi le haut. Bon, voilà, on ça va c'est être donc obligé la de greffe. vous laisser, parce qu'il termine à 16h30 et là il doit être 27-28 à peu près. Je pense. Hein, c'est ça, je oui, sais pas oui. trop. Et ils ont leur J'ai une montre, sac mais à je sais pas si elle est récupérer, à leur l'heure, hein. cartable en classe. Voilà. Et ben on vous remercie en tout cas. Il n'y a pas de quoi. Donc je donne la clé à Pauline et tu me ramèneras la clé en fin de compte à la salle des profs. Voilà. Voilà. Et bon après-midi. Bon. C'est-à-dire qu'elle a sur le terrain. N'est pas toujours le même coloris. Quand vous semez les pépins de pommes, de poires, les noyaux, de prunes, pêches, vous n'obtenez pas nécessairement la même variété. Et pour quelle raison? Eh bien tout simplement, c'est qu'en cours de végétation, lorsque la fleur est bien épanouie, elle peut recevoir le pollen d'une autre variété de pommes qui se trouve à côté. Donc vous aurez un croisement. Donc vous obtiendrez. Et si vous semez ce pépin, vous obtiendrez un hybride. Voilà le mot hybride. Hein. Un hybride qui aura les caractères de l'un de l'autre, mais qui ne sera pas exactement la même variété. Vous connaissez la coxe orange, non? Là, la pomme. La coxe orange, en réalité, on devrait l'appeler coxe orange pipine, c'est un nom anglais.
Coq orange pépine, ça veut dire la pomme, pépine, de Monsieur Cox. Cox, pour son veste, orange. Ce monsieur-là, c'était un paysan anglais, avait semé, comme font la plupart des gens, des pépins de pommes, là, lorsqu'il avait fait son cidre. Hein. Et il avait obtenu un certain nombre de pommiers qu'il avait plantés, parce qu'en plus, il était très curieux. Et parmi la centaine de pommiers qu'il avait eus sur pépins, eh bien, par hasard, il avait eu une variété très intéressante, la Cox orange. La preuve, elle est maintenant cultivée partout dans le monde. Mais c'est par hasard. Bon, vous savez tous que les nouvelles roses sont créées également en mariant les fleurs de deux variétés différentes. Bien. Alors, c'est pour ça que si vous voulez obtenir une variété précise de pommes, eh bien, vous êtes obligé de prendre un greffon de cette variété pour le mettre sur un porte-greffe. Voilà la raison. Hein. Bon. Des variétés intéressantes que vous avez choisies et en grande quantité. Bon. Il y a également la mise à fruits qui est très rapide. Ça dépend des porte-greffes, on verra ça tout de suite. Et puis, autre chose très intéressante, vous avez chez vous, par exemple, des pommes que vous n'aimez pas, des pommiers qui donnent des pommes qui sont pas intéressantes. Ou bien alors vous avez un vieux pommier, par exemple des pommiers à cidre comme il y en avait autrefois partout. Il se trouve là, on le laisse parce que c'est le grand-père qui l'avait greffé, etc. Enfin là, Mais alors, il ne sert à rien. Alors à ce moment-là, vous pouvez le regreffer, on appelle le surgreffer, par une autre variété que vous connaissez. Bon, alors arrivons rapidement au porte-greffe. Là, le porte-greffe, celui-là. Alors, vous pouvez choisir, comme beaucoup le font, enfin un certain nombre le font, dans la nature, vous pouvez prendre un pommier sauvage. Le Malus sylvestris, par exemple. Bon, ça peut très bien réussir, comme ça peut ne pas réussir. Pourquoi? Parce que dans la nature, vous ne pouvez pas savoir quelle est la force, la puissance du porte-greffe. Il peut être tordu, il peut être... bon. Donc, en général, si vous voulez obtenir donc, un pommier intéressant, évitez le pommier sauvage. Alors, vous pouvez alors prendre le pommier issu d'un semis de pépins. Alors, un tel pommier ou un tel cerisier issu de noyaux, même chose pour le pêcher, même chose pour le prunier, le poirier issu de pépins de poire. Alors, un tel arbuste ou arbre s'appelle un franc. Alors, le terme est à retenir. Hein. Le franc. Franc, un végétal issu de semis, surtout quand il s'agit de fruitiers. Voilà. Alors, les francs, vous les trouvez à acheter dans le commerce. Mais alors, la plupart du temps, vous aurez donc les racines, c'est du franc, sur lequel on a greffé une variété intermédiaire qui a la propriété de pousser très vite et très droit. Alors ça peut atteindre 2 mètres 80, sur lequel vous pourrez greffer à la hauteur de 1 mètre 80 par exemple, hein, et vous aurez un bel arbre. Mais alors, pourquoi alors ne prend-on pas ou rarement des francs comme porte-greffe? Bien tout simplement parce que le franc c'est un végétal trop vigoureux, un pommier vigoureux. Ce sont ceux qui autrefois servaient de porte-greffe aux pommes à cidre que vous aviez dans les champs. Vous saviez, toutes les rangées que l'on voyait, bon, qui ont été d'ailleurs enlevées. Hein. Bon. En plus, c'est un arbre qui vit très vieux. Alors vivant très vieux, il se met à fruit
ils mettent beaucoup de temps pour se mettre à fruit. Par contre, ils durent longtemps. 50, 60, 100 ans. Bon, c'est très bien si vous le plantez aujourd'hui, si vous le greffez aujourd'hui. Alors pour vos arrières petits-enfants, ils vont en profiter. Hein. Des porte-greffes plus faibles. Hein. Alors vous avez vous remarquez le MM106. Hein. C'est le porte-greffe, PG, porte-greffe, très utilisé par les professionnels. Alors il faut toujours voir ce que font les professionnels. C'est pas pour rien qu'ils l'utilisent. Alors c'est un porte-greffe très intéressant. Il a une vigueur moyenne. Il a un très bon enracinement, résiste au vent donc, et une bonne productivité. C'est vraiment intéressant. Un très faible, c'est le M9. Ces indications, ces numéros, là, ce sont de simples numéros. Hein. Le numéro ne signifie pas la vigueur. Vous avez par exemple un autre porte-greffe, le M27, que l'on verra tout à l'heure, qui lui alors est extrêmement faible, hein, à tel point que on peut le cultiver dans un bac, par exemple sur votre balcon, sur la terrasse. Donc très faible. Alors le M9 et ses équivalents. Il y a le Pajam 1, Pajam 2. Alors le mot Pajam, c'est une abréviation de pas, paradis, jaune de Metz. Le paradis jaune, c'est une variété de pommier sauvage qui a été sélectionnée, qui a été clonée, enfin de façon à obtenir des lignées donc de porte-greffes qui ont tous à peu près ou même strictement la même vigueur. Alors, donc vigueur très faible, racine superficielle, c'est son gros défaut. Donc, il lui faudra, ça dépend de la situation, il lui faudra un tuteur. Et celui-ci, par exemple, c'est un M9. Hein. Vous voyez, il est très faible. Il va se mettre à fruit très rapide, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au bout de 4 ans, c'est très valable. Bon. Par contre, il demande un bon terrain, un terrain fertile. C'est également le porte-greffe très utilisé par les professionnels. Très utilisé. Pour la bonne raison qu'il se met à fruit très vite. Et en plus, les fruits ils sont savoureux. Ils sont beaux en général, plus beaux que sur n'importe quel autre porte-greffe. Voilà. Bon, le reste, vous le lirez hein, si ça vous intéresse. L'aubépine également. Hein. C'est un bon porte-greffe pour le poirier. Il y a de l'aubépine rose et blanc. Pardon? Blanc. Il y a de l'aubépine qui est rose. C'est l'aubépine blanche. Oui, la monogyne. Le sorbier également peut être utilisé. Bon, pour le cerisier, vous avez le merisier, le prunier mâle, le franc, etc. Prunier mirabellier, bon, pêcher, néflier. Le néflier, comme porte-greffe, on peut prendre le néflier sauvage. Pour lui, ça va. L'aubépine également. Alors là, ça marche très bien. Bien. La première chose, c'est comment prélever les greffons. Sous un nœud? Non? Je sais pas. Comment? Non, j'en sais rien en fait. Alors, on va aller dehors si vous voulez. Les yeux. Bon. Alors, voici ici ce qu'on appelle une brindille, un prolongement. Et vous remarquez là des yeux, des bourgeons. Vous remarquez que ces bourgeons sont triangulaires, aplatis et presque collés sur la branche. Alors ce sont les bourgeons à bois. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont pousser, ils vont donner des branches, en principe. Bon, voilà, premier type de bourgeon, donc il faut reconnaître. Hein. Alors deuxième type de bourgeon, voilà, ceux-ci. Tenez, approchez un peu plus pour les voir, là. Alors, vous les voyez là. Vous voyez nettement la différence entre celui-là et ceci. Alors, ces bourgeons sont les bourgeons
à fleurs, hein, et donc à fruits, ce qui est pareil. Hein. Voilà, ils sont plus gros. Alors ici, évidemment, ils sont faciles à reconnaître, pour la bonne raison que l'arbre a un peu déjà démarré à moitié, et évidemment les bourgeons ont gonflé. Mais ça fait rien, même en plein hiver. Donc pendant la morte saison, on les distingue très bien des bourgeons à bois. Voilà. Ici, un bourgeon qui a l'air d'être un bourgeon à fleurs. Hein. Exactement, c'est un bourgeon à fleurs qui termine la brindille. Alors, en ce moment-là, on dira que la brindille qui est là, donc la petite branche terminée par un bourgeon à fleurs, alors a le droit à un nom spécial, parce que c'est très particulier. On l'appelle la brindille couronnée. Et là, sa couronne qui est le bourgeon à fruits. Alors, ceci en passant, quoi, hein, mais enfin c'est bon à savoir, dans la taille, il est recommandé de ne pas tailler, parce que la brindille couronnée va se développer, le bourgeon va donner des fleurs et des pommes. Comment? Ça va pas se ramifier. Oui. Et alors on dit aussi dans certains textes que ce bourgeon à fleurs fait comme un bouchon qui va empêcher la brindille de s'allonger. Et autre résultat intéressant, c'est que par suite du poids de la pomme, la brindille va se courber. Or, la courbure ou l'inclinaison dans la conduite d'un pommier, c'est une des opérations capitales, essentielles, pour provoquer la fructification. Voilà. Bon, alors revenons au prélèvement des brindilles qui serviront à faire un greffon. Voilà. Alors, je commence par regarder l'arbre et je vois que dans cet arbre, vous voyez, j'ai beaucoup de brindilles hein, qui pourront servir justement de greffon. Alors, je vais les prélever du côté sud de l'arbre. Du côté sud, c'est-à-dire du côté du soleil, forcément. Et on recommande aussi de les prélever dans la partie moyenne de l'arbre. La partie moyenne, c'est-à-dire par rapport à la hauteur. Hein. Voilà. Alors c'est ce que j'ai fait ici. Alors j'en prélève un. Bon, celle-ci par exemple. Voilà. Voilà un greffon, enfin pas lui, mais enfin je pourrais prendre des greffons là-dedans. Alors ce qui est intéressant et qu'il faut bien regarder, c'est que la brindille que je coupe devra être aoûtée. Le mot aoûté, je crois qu'il est là, le terme. Là-dedans, vous avez le mot août. Hein. C'est-à-dire que la petite branche devra avoir mûri au mois d'août de l'an dernier, bien sûr. Et donc, elle doit s'être lignifiée. Et non pas, je ne sais pas si on en voit ici, pas l'air. On coupe l'extrémité des brindilles hein, en été. Et il y a une autre pousse qui se fait. Alors, la pousse qui se fait après la taille d'été n'a pas le temps de se lignifier, hein, de se transformer en bois. Alors ça, il ne faut pas la prendre, tout simplement. Bon, autre chose, il faut que vous ayez une brindille ou un greffon d'1 an. 1 an, ça veut dire, puisque nous sommes donc en mars 2007, nous devons avoir une brindille ou une petite branchette qui a poussé à partir du mois de mai 2006. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Voilà la brindille d'1 an qui a février, oui. Février, bien,
bien que cette année, février avait de l'avance. Alors, pour être sûr de son coût, eh bien, il faut plutôt la prendre décembre, janvier. Décembre, janvier, février à la rigueur. Hein. Pour Bon. tous les fruitiers, Pardon? pour tous les arbustes. Ah oui, oui, oui. Oui. Mais par contre, on ne va greffer que plus tard. Par exemple, en mars. Voilà, alors le problème est comment je vais les conserver. Alors un procédé très simple, on les met en botte, ça dépend de combien j'ai besoin, hein. On les lit et on les enfonce dans la terre jusque à peu près la moitié. C'est pas mathématique, hein. La moitié, 2 tiers, peu importe, au pied d'un mur par exemple, mais exposé au nord. Et donc là où il fait froid, de façon à éviter le démarrage. Parce que dites-vous bien, si vous plantez ça aujourd'hui par exemple, et bien dans quelques temps vous verrez que comme on disait tout à l'heure là, les bourgeons risquent de démarrer parce que à l'intérieur ici vous avez des réserves nutritives. Hein, mais il ne faut pas croire que c'est des boutures qui vont pousser. Parce que très vite, elles vont sécher. Bon, un autre procédé, c'est d'utiliser votre réfrigérateur. Vous pouvez les mettre dans le bac à légumes du réfrigérateur, mais alors entouré, bien sûr, de... Enfin, moi, ce que je fais, c'est je prends simplement du papier journal, je plonge le papier journal dans de l'eau, j'essore, enfin, et puis j'entoure, et l'ensemble dans un sac plastique pour garder l'humidité. Parce que vous avez peut-être remarqué que très souvent le réfrigérateur dessèche. Voilà. Bouquin, hein. Parce que si c'est un monsieur qui habite, disons, la Côte d'Azur et qui donne les dates de greffage, ça ne correspond pas du tout à la Bretagne. Ah. Bon, alors, puisque il pensait qu'il est pressé, là. Ah non, non, non. Ah non, t'es pas pressé? Alors, nous étions avec les outils. Alors, bon, alors, vous avez voilà, le greffoir que vous connaissez, classique, avec la lame. Et puis alors, cette espèce de bout d'os ou d'ivoire, je ne sais pas ce que c'est, là. À quoi ça peut-il servir? Écarter là. Oui, à écarter ou bien à soulever l'écorce. Mais il n'est pas, c'est pas d'un usage obligatoire, hein. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Bon, vous avez ensuite ceci, vous voyez, recourbé, on l'appelle là, serpette, très bien. Et à quoi peut-il servir lui? À fendre. À couper bien sûr, mais avec la scie. Alors la scie évidemment elle arrache, hein. Elle détruit. Et pour la cicatrisation, enfin j'utilise le terme, mais il paraît que ça ne se cicatrise pas, mais enfin, bon. En tout cas pour la guérison de la plaie, alors il faut, vous voyez, passer comme ça tout autour. Voilà. Et je fais le tour. Et alors, le fait que l'outil soit recourbé, ça permet très facilement de travailler. Bon, alors je fais simplement le tour, hein. Donc je pars, le parage, on part aussi les sabots des animaux, là, hein. Vous savez aussi, c'est le terme utilisé, le nettoyage, quoi. Uniquement le tour, le centre, il n'y a pas besoin. Le bois qui est là, lui, il va rester tel quel. Disons que le bois, il ne va pas se guérir, il ne va pas se cicatriser. C'est comme ça, hein. Bon, uniquement cette partie extérieure. Bon, ensuite, vous avez aussi... Ah oui, bon, là, vous connaissez. Alors, soit qui se replie, soit qui est dans le seul morceau. Peu importe. Vous avez le sécateur à 2 mains, toujours. Bon. Alors, l'utilisation du sécateur. Alors,
il faut utiliser un sécateur qui a un crochet là, hein. Pas ce genre là, vous savez, qui écrase. Vous avez là une espèce de pièce plate, une enclume, et ça écrase le. Bien que moi je l'utilise, hein. Parce que justement je le trouve plus pratique que celui-ci. Mais quand il s'agit quand même de tailler, de faire la vraie taille, je n'utilise quand même celui-ci, hein. Celui-ci est bon pour le bois qui va être jeté. Au contraire, même il est très pratique. Avec le sécateur, c'est de broyer forcément la tige, hein. En particulier avec ce crochet. Alors il faut s'arranger et mettre la position du sécateur de façon que le crochet qui est là se trouve sur la partie qui va s'en aller, qui va être jetée. Donc, si j'ai voilà ma branche qui est là, j'ai l'œil qui est là, il va donc falloir mettre le sécateur du côté de cette partie-là qui va disparaître. Donc, c'est comme ça que je dois le mettre. Et non pas comme ça, qu'on ait toujours tendance, parce que si je le mets comme ça, c'est la partie qui reste qui va être écrasée. Voilà, donc comme ça. Bon, ensuite, où tailler? Alors, il faut tailler juste au-dessus de l'œil, à peu près à... C'est pour préciser un peu, à peu près à 2 mm au-dessus de l'œil, voilà, comme ça, de façon oblique, et du côté opposé à l'œil, bien sûr. Là, c'est bon. Sinon, si vous taillez entre les deux yeux, voilà, l'œil est ici, l'autre est là, je le taille au milieu, il y a de grandes chances, on peut être pratiquement certain, que cette partie-là va se dessécher. Parce qu'il n'y a rien pour attirer la sève, hein, qui a été abîmée, hein. Alors en ce moment-là, si vous tenez vraiment à faire les choses bien, eh bien avec la serpette ou avec, enfin peu importe, un couteau bien aiguisé, eh bien vous enlevez cette partie-là. Le reste est bien coupé, voilà. Mais le temps qu'il faut, hein. Très affûté, là il n'y a pas de problème, hein. Et quand vous taillez, vous êtes en train de tailler, eh bien plusieurs fois par jour, il faut réaiguiser l'outil. Ensuite, l'outil doit être propre, c'est-à-dire désinfecté. Je désinfecte avec l'alcool, tout simplement. C'est ça, hein. L'alcool ménager, vous connaissez, vous faites le ménage peut-être chez vous, là. Voilà, c'est très bon. C'est un alcool à 90, hein. Fraîcheur citron. Infecté. Il y a donc des maladies, mais bien sûr. Bon, je vais vous montrer où est-ce que c'est. Alors, vous voyez tout de suite ce que c'est. Et vous devinez tout de suite que la partie qui est au-dessus de chancre, il va sûrement mourir. Alors, on peut, à la rigueur... Gratter un peu. Mais là, c'est pas la peine, hein. Ouais. On peut, vous voyez, faire... Bon, ici c'est pratiquement mort, hein. Faut pas que ce soit trop entamé, quoi. Oui, oui. Enfin, là, il est sec, hein, je pense que... Bon, et vous remarquez que le bois lui-même est marron. Ouais. Bon, alors vous enlevez tout ce que vous pouvez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de partie qui soit marron. Mais ça risque d'aller loin, parce qu'ici, il a fait le tour. Mais alors vous allez dire, mais oui, mais si c'est une branche charpentière, eh ben, il faut faire, il faut éradiquer, il faut couper, il faut... Comme de la sculpture, après. Oui. Mais il n'y a pas d'autre façon. En légère avance de végétation sur le greffon. Bien sûr, hein, ça se comprend facilement. Bon, les coupes, alors, les coupes, quand vous coupez, les coupes que vous faites, bon, là, ça c'est
Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut pas qu'elle soit, par exemple, en hélice, un peu tordue. Parfaitement plane d'un bout à l'autre. Hein. Bon, pour bien faire, on fait la coupe d'un seul coup. Il ne faut pas revenir, puis revenir, puis revenir. Mais remarquez que on le fait. Hein. Un greffon de pommier sur un sapin. Ça ne va pas. C'est pas de la même famille, d'une part. Et même dans la même famille botanique, il faut encore que ce soit deux végétaux s'ils sont différents. Il faut qu'ils soient très proches. Hein. Je peux par exemple très bien, comme on disait tout à l'heure, greffer le poirier sur l'aubépine. Greffer le poirier sur le sorbier. Greffer le néflier sur l'aubépine. Alors là, ça marche impeccable. Hein, parce que ces deux végétaux sont très très proches l'un de l'autre. Et de l'autre côté de la page, greffe. Alors la première en haut à gauche, c'est la greffe en fente. Hein. C'est le type de greffe à laquelle on pense habituellement. La plus courante? Non? Oui, je pense, oui. Oui. Ça va? Oui, un greffon pour la greffe en fente. Hein. Je choisis d'abord, alors voilà mon greffon. Hein. Magnifique. Vous en faites plusieurs dessus? La partie du bas doit être enlevée, la partie du haut doit être enlevée. Toujours prendre la partie moyenne. Rappelez-vous, la partie moyenne dans la hauteur de l'arbre. Bien. Là-dedans, je choisis un œil qui est bien formé. Par exemple, celui-là. C'est lui qui me servira pour la greffe. Bon. Je coupe à peu près, c'est pas mathématique, à peu près 3 cm, 4 ou 5, s'il est trop long on le coupe, mais enfin disons en moyenne 3. Bien. Je prends mon greffoir. Alors attention, nous parlons de la greffe en fente, hein. Regardez bien où se trouve l'œil. Parce que tout à l'heure, je suis sûr et certain, à moi alors que ce soit magnifique, que vous allez mal tailler. La position de l'œil est importante. Hein. Et je trouve à l'extérieur pour qu'il puisse. Il ne faut pas le mettre comme ça. Ça pourrait marcher, mais il va pousser à l'intérieur. Ce n'est pas bon. Ici, regardez bien où est l'œil. Une seconde coupe de l'autre côté. Donc, voilà. Voilà, d'un bout à l'autre. Voilà. Vous voyez, vous remarquez, l'œil est là. J'ai coupé des deux côtés. Bon. Moi, je regarde 3. Hein. Voilà ce qui va me servir de greffe. Bon, tenez, alors, 3 cm à peu près. L'œil est ici, doit être à l'extérieur, donc je taille des deux côtés. Alors je ramène à une épaisseur, ah zut, il est cassé, à une épaisseur à peu près correcte. Bon, il est de l'autre côté. Et la méthode justement... Il est en terre, hein, vous voyez. Donc le haut est là. Alors je taille à peu près, 40, par exemple, 40 cm le porte-greffe. Bien. Bon. Voilà. Avec quelque chose qui coupe. Vous voyez. Bien. Ensuite, il me faut évidemment introduire. Donc il faut que je fende pour tenir le... Tiens, je vais me mettre de l'autre côté là. Je vais me mettre de l'autre côté.
Alors, je vais fendre la tige. Bon, mais pas grand-chose. Je ne sais pas trop ce que c'est comme couteau, ça. Moi, je l'ai trouvé comme ça. Hein. Il suffit de l'aiguiser. Voilà, je le mets là, au milieu. Et puis, je frappe. Sans problème. Hein. Bon, ça va, hein. Ça y est. Bien. Alors, maintenant, il faut bien sûr que je mette le greffon dans la fente. Alors, si vous lisez des bouquins, vous verrez qu'il faut également tailler un coin en bois. Ouais, moi j'ai fait comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut du coup que. Oui. Voilà. Alors, avec le tournevis que j'ai là, bah, j'écarte les lèvres de la fente et je le mets là. Voilà. Les méristèmes ou je sais pas quoi là. Cambium ou je sais pas quoi. Méristèmes La sont sève circule. Oui, des couches. Hein. Et on peut d'ailleurs compter l'âge de l'arbre, du tronc d'arbre, en comptant le nombre de tours. Hein. Alors, ce qui nous intéresse pour le moment ici, c'est d'une part l'écorce, mais l'écorce en soi, elle n'est pas intéressante. Hein. L'écorce est une partie morte. Hein. C'est comme la peau. La peau également, elle se desquame, elle se met en petits morceaux et puis ça s'en va, on s'en rend même pas compte. Hein. Et l'organisme se régénère ainsi. Bon, alors là c'est pareil. Mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est la couche qui est sous l'écorce. Bon, sans compliquer les choses, parce que là, il y a plusieurs couches. Disons en gros qu'il y a la couche que l'on appelle le cambium. Cambium, c'est le terme utilisé ici en arboriculture. C'est la couche ou les couches qui contiennent les cellules régénératrices. On dit aussi les couches régénératrices. C'est là que les cellules se multiplient à grande vitesse. Hein. Vous savez, vous avez vu déjà vous avez fait un peu de biologie. Une cellule, prenons le cas d'un microbe, pour que ça marche, il faut que le cambium du porte-greffe et le cambium du greffon soient en contact, que ça réussisse. C'est tout. Bon, alors, dans la pratique, on met donc le greffon dans la fente. On le met légèrement, très légèrement, un peu à l'intérieur. Une fraction de millimètre. Bon. Certains mettent le greffon un peu de travers. C'est-à-dire en rentrant le haut un peu plus que le bas. Et pour quelle raison là? Pour une meilleure tenue. Ah oui, parce que forcément, les deux couches vont se croiser, obligatoirement à un endroit ou l'autre. Voilà. Donc il y aura sûrement contact. Il est évident qu'on laisse le greffon comme ça à l'air, et à plus forte raison qu'il a été taillé, qu'on a enlevé son écorce, eh ben, tout de suite il va se dessécher. Alors là c'est sûr à tous les coups. Parce que dans la nature, on n'est jamais sûr de rien, hein, mais de ça, on est sûr. Sûr. Bon, donc, c'est d'étanchéifier, donc de l'entourer. Alors, nous allons faire ça. Il va falloir donc serrer Le contact. de façon que le contact soit parfait. Voilà, je serre avec une ficelle. Bon, alors, comme toujours, il me faudra une troisième main, bien sûr. C'est ça qui manque, hein. Ce doigt. Non, le bas. Voilà. Ah ouais. Oui. Bon. Voilà. Si c'est pas, ils font une dent. Bon, je fais un nœud. Et puis je fais un nœud. Ça bouge plus. Bon. Je coupe tout ce qui dépasse, bien sûr. Ça y est. Et puis, est-ce que c'est terminé?
Mais non, je n'ai rien fait parce que tout ça est encore à l'air. Hein. Remarquez d'ailleurs en passant que même si on faisait cette greffe-là, en réalité, dans les conditions que nous avons faites ici, je suis à peu près sûr qu'elle ne prendra pas. Pour quelle raison? Parce qu'on a traîné. Il faut faire la greffe rapidement. Voilà, toujours le dessèchement. Hein. Bien. Alors ensuite, il faut l'enduire de... Oui, alors je sais pas. Alors, le mastic à greffer, hein, c'est un mélange, alors ici c'est dérivé de produits naturels du bois, c'est-à-dire c'est de la cire de bois, enfin de bois, c'est pas de bois mais de végétaux. Il peut y avoir aussi un peu d'essence de térébenthine. Bon, dans l'autre ici, donc le mastic Felton qui est bien connu. Bon, ici de cire végétale ou de cire d'abeille, hein, bien sûr. Alors quand il est dur, il faut simplement le radoucir. Et il est très facile à mettre. Alors vous prenez comme là. C'est tout après. Voilà. Alors enfin sur les mains c'est pas grave. Au contraire, ça sent très bon, hein, ça sent la cire. Mais par contre, sur les habits, c'est pratiquement impossible de l'enlever. Oui. Bien. Alors, je commence à l'entourer. Bon, mais pour ma part, je ne me sers pas de ficelle. Hein. Alors, je vais vous indiquer. Bon, la ficelle, donc je l'enlève. Voilà. Et je la remplace par ce produit-ci. C'est un produit de caoutchouc artificiel d'ailleurs, que vous trouvez dans les magasins de bricolage. Hein. Alors il a une propriété très intéressante, c'est qu'il s'allonge, et puis surtout, voilà, et surtout, il se colle sur lui-même. Mais il ne se colle pas sur le bois. Et à long terme, ça tient bien? Hein? Comment? À long terme, ça tient bien? Avec la pluie ou quoi? Ah ben il faut l'enlever. Hein. Ouais. Ah, oui. Une fois que c'est pris. La fente là. Voilà, ça y est, c'est fait. Ouais. Alors je n'ai pas à m'embêter pour entourer la ficelle. Le mastic, on le met que sur. Ah oui, bien sûr. Hein, alors c'est pas fini. Hein. Bon. Alors, il y en a qui, en l'utilisant celui-là, bon, ils entourent aussi le dessus, le greffon. Bon. Tiens comme ça. Mais moi, je pas. Disons, il y a 36 façons. Hein. Chacun sa façon. Voilà. Alors, voilà, je mets le mastic. Et celui-ci se met. Là, il se met quand même assez facilement. Bon. Voilà. Et alors tout doit être bien englué. Il ne faut pas qu'il reste un petit passage pour l'air. Et l'eau? Ou l'eau, oui. Voilà, comme ça. Sauf le bourgeon. Oui, le bourgeon, on le laisse libre, bien sûr. Ah non, tu l'as fait. Bon. Bien. Alors, vous avez également un truc. Mais alors, c'est un truc, c'est de la bricole, quoi. Hein. Je prends une vraie, enfin peu importe. Faire du travail propre. Oui. Alors, c'est simplement, je l'utilise pour, oui, pour lisser. Et aussi, oui, il m'est très facile alors de bien cacher tout ce qui doit être caché. Voilà, surtout tout autour. Bien bouché derrière. Bon, voilà. Ça va? Bien sûr. Le haut. Et donc ça ne poussera pas en hauteur. Enfin, ou après. Ah, mais attention. Après, avec Ah un- oui, ça oui, pousse non, le non, sang ça et- c'est coupé ça. Ça pousse pas là? Ce qui va pousser,